l'intérieur de ce tramway qui passe derrière moi, des hommes, des femmes, des enfants, des touristes, bref, le quotidien normal à Jérusalem. Mais qui aurait pu le prévoir? Il y a 20 ans, la vie était rythmée ici dans la capitale et dans tout le pays par des attentats, des explosions, des attaques suicides et le décompte mortuaire après chaque attentat. Numéro spécial, 20 ans consacré à la deuxième intifada. Nous donnerons la parole à ceux qui l'ont vécu de plein fouet, des policiers, des soldats, des politiques, mais également des civils qui ont perdu leur être cher. Mais avant cela, le rappel des faits en images, signé Océane Nicole. גדולה מאוד, היו פה הרבה מאבטחים של מג"ב, של גורמים נוספים. זה המצב כמו העונש כמו מפכ"ל המשטרה, אם אתה שומע אותנו? Et nous nous retrouvons donc ici, en plein cœur de Tel Aviv, devant le bord de mer. Et nous ne sommes pas là par hasard. C'est écrit en hébreu ici. Nous ne nous arrêterons jamais de danser. Pourquoi? Parce qu'ici, il y avait une discothèque, le Dolphinarium. Le 1er juin 2001, 21 civils, pour la grande majorité des civils, des mineurs, meurent tout simplement parce qu'il y a un kamikaze qui se fait exploser dans cette discothèque. Nous sommes avec Adi Karmi, qui était aujourd'hui l'un des anciens hauts responsables du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens. Il était à l'époque chef d'une opération, d'une unité d'opération, d'intervention directe des renseignements intérieurs israéliens. Adi Karmi, bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, dites-nous quelle était votre fonction exacte à l'époque, au moment de la deuxième intifada. À ce moment-là, j'étais commandant d'une unité du Shin Bet. L'État d'Israël, à la veille de la seconde intifada, comme on l'appelle, était dans un processus de paix. Barak avait rencontré Arafat à Camp David en compagnie du président américain et l'État d'Israël abordait ce processus avec l'autorité palestinienne avec un espoir de paix. Mais un beau jour, dont tout le monde se souvient, fin septembre 2000, débute un processus que les Palestiniens appellent
l'appelleront ensuite l'intifada al-Aqsa, et il lance un cycle d'attentats suicides, des attentats très meurtriers. Nous nous trouvons ici face au Dolphinarium à Tel Aviv. Cet endroit accueillait un club de danse, de fête, près du bord de mer. Un terroriste kamikaze arrive et se fait exploser au milieu de jeunes filles, des gens innocents. 21 civils sont tués alors qu'ils venaient simplement faire la fête. Ce fut le lancement d'une vague d'attentats suicides que nous avions déjà connue par le passé, mais le rythme des attaques, la quantité de victimes, le nombre de tués et l'impact sur le sentiment de sécurité des citoyens israéliens ont produit un effet incommensurable. À partir de là, ont été lancées des opérations dont nous allons parler. Et quel effet sur vous? Est-ce que le Shabak a été surpris de ces attentats? Regardez, le Shin Bet est une organisation professionnelle, une institution nationale et un corps opérationnel. Et malgré toute la douleur provoquée, le premier objectif a été d'empêcher l'attentat suivant, tout en enquêtant pour identifier les commanditaires, ceux qui ont planifié et organisé cet attentat au Dolphinarium, et d'autres comme l'attaque contre l'hôtel Park à Netanya, où là encore des dizaines de personnes ont été tuées. Le Shin Bet est un organisme opérationnel et sa mission et de gagner. Oui, ça c'est possible quand il y a un attentat tous les 15 jours, 3 semaines. Mais quand il y a un attentat tous les jours, tous les 2 jours, comment vous faites pour travailler? Écoutez, les images sont dures. J'étais sur les lieux d'attentat où des enfants et des familles ont été tués. Je peux par exemple vous décrire l'attentat dans l'implantation d'Itamar. Nous arrivons sur les lieux et nous rencontrons un père qui serre et embrasse sa femme et ses enfants qui ont été assassinés. Et il y a d'autres enfants blessés. Quand vous voyez de telles scènes insupportables, celles de la famille Chabot à Itamar, quand vous assistez à ces scènes, cela vous fait quelque chose. Un coup au cœur et vous comprenez que si votre travail a un sens, c'est de sauver des vies, d'empêcher l'attentat suivant. Nous parlions à cette époque d'une vague terroriste d'une folle ampleur, mais je pense qu'aujourd'hui encore, les organisations terroristes cherchent à continuer et à frapper les citoyens israéliens. Je veux vous rappeler qu'en 2019, le Shin Bet et Tzahal ont déjà fait face à plus de 500 attentats, des tirs, des kamikazes, des enlèvements de soldats, des engins explosifs de toutes sortes. Aujourd'hui, le Shin Bet parvient à déjouer 99% des attentats, mais en fin de compte, en termes de renseignement et de prévention, il n'y a jamais 100% de réussite et il faut en permanence rester créatif, professionnel, avoir l'initiative pour empêcher ces vagues d'attentats que nous avons connues au début des années 2000 de la seconde Intifada. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'en plein cœur de l'Intifada, dans les années 2000, c'est pas, peut-être que vous n'avez pas appelé ça de la surprise, mais peut-être plus de chaque jour est un nouveau jour pour vous et on n'arrive pas à prévoir finalement une vraie politique antiterroriste. Écoutez, qu'est-ce que cela signifie être surpris? Si l'État d'Israël participe à un processus de paix et qu'Arafat parle de fin du conflit lors de la conférence de Camp David, il est évident que l'opération qu'il mène parallèlement est à 180 degrés à l'inverse de ses déclarations de paix. Il lance une intifada. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point il l'a anticipé. Je pense que son comportement est le résultat d'une sorte de dégringolade suite à des directives contradictoires. Peut-être aussi une perte de contrôle dans certains cas. L'armée pénètre dans les territoires, prend le contrôle du terrain où se cachent les terroristes pour lancer leurs attentats. Et cet effort conjugué de l'armée avec ses unités d'infanterie et des services de renseignement intérieur nous permet de cerner le terrorisme et de vaincre ces organisations en Judée et Samarie. Dernière question, Adi Karmi. Est-ce que vous êtes le même Adi Karmi qui a, dans les années 2000 et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous? Regardez, j'ai été au service de l'État d'Israël, dans Tzahal ou au Shin Bet pendant près de 30 ans.
À 21 ans, lors d'une opération au Liban, j'ai porté mon officier blessé sur mon dos en territoire ennemi. Et l'intifada n'est qu'une autre étape d'une série d'attaques que j'ai vécues. Il ne fait aucun doute que je suis une personne qui aime la vie, qui comprend l'importance de la paix et souhaite éviter à mes enfants et petits-enfants le terrorisme, ces attentats contre des innocents. Évidemment qu'il reste des blessures au cœur, mais je pense que d'un point de vue personnel, j'arrive à surmonter en apprenant à vivre en dépit de ces événements terribles. Merci Hadi Karmi d'avoir été avec nous. Et mon deuxième invité, eh bien, on le disait à l'instant, et Hadi Karmi en parlait, c'est la police, le Yamam particulier, qui était presque le bras armé, la force opérationnelle du Shabak à l'époque, celle qui allait neutraliser, arrêter les hauts terroristes, ceux qui avaient communément appelé du sang sur les mains. Je me tourne désormais, il est à Jérusalem, vers Miki Rosenfeld. Vous le connaissez, il est porte-parole aujourd'hui de la police israélienne. Il était à l'époque bien membre de ce Yamam. Le Yamam, vous le savez, en France, on l'appelle le GIPN, GIGN, sont des forces spéciales antiterroristes de la police israélienne. Première question, Miki Rosenfeld. D'abord, quelle était votre fonction dans le Yamam en plein cœur de la deuxième intifada ? Pendant la deuxième intifada qui a eu lieu entre les années 2000 et 2003, j'ai servi au sein des Yamam, l'unité de contre-terrorisme de la police nationale israélienne. Cette unité était impliquée dans des opérations visant non seulement à éviter des attentats terroristes, mais aussi à arrêter les terroristes, empêcher les kamikazes d'entrer en Israël et combattre ces terroristes au quotidien pendant ces 4 années. Quel était votre quotidien, Miki Rosenfeld ? Quand vous arriviez à la base du Yamam, il se passait quoi ? Pendant cette période qui a été d'une intensité extrême, il arrivait souvent que nous n'ayons même pas le temps de rentrer à la base. Nos unités étaient opérationnelles dans tout le pays et nous devions nous rendre dans des endroits spécifiques qui étaient des points de rendez-vous. Évidemment, nous avions toujours notre matériel sur nous pour pouvoir être opérationnels à tout moment et riposter rapidement. Nous étions toujours prêts à partir, que ce soit à pied ou par hélicoptère, et à atterrir dans des zones définies. Bien sûr, tout ça se faisait dans le plus grand secret. Nous étions en tenue de camouflage et armés. Nous arrêtions les terroristes avant qu'ils ne quittent les territoires palestiniens, mais bien souvent, il arrivait qu'on ne reçoive les indications seulement une fois qu'ils avaient quitté les lieux. Dans ce cas, les délais dont nous disposions pour répliquer étaient très serrés. Parfois, nous n'avions qu'1 heure ou 3 heures. Parfois, nous n'avions qu'1 minute pour réagir. Et donc, combattre ces terroristes était d'une importance capitale parce que nous étions en réalité en première ligne. Si ce terroriste qui portait une ceinture d'explosifs et qui comptait se faire sauter arrivait à passer à travers notre unité, alors que nous étions prêts à l'arrêter, il n'était qu'à 5 ou 10 minutes des zones où se trouvaient les populations civiles et il pouvait commettre des attentats terroristes et tuer de nombreux innocents. Miki Rosenfeld, quand on est jeune comme ça, quand on a la jeune vingtaine, on pense d'abord à sa famille qui est derrière, qui est à la maison, qui va peut-être monter dans un bus, ou alors on est presque comme une machine et on fait d'abord le travail et ensuite on pense à la famille. La priorité absolue était évidemment de combattre ces terroristes. C'était le plus important car c'était eux ou nous. Et ça, nous en étions pleinement conscients. Non seulement avant que nous quittions la zone pour engager le combat contre eux, mais aussi quand nous devions les arrêter, quand ils étaient prêts à ouvrir le feu ou se faire exploser à quelques centimètres de nous. Par conséquent, nous n'avions qu'un objectif en tête, s'assurer de mener à bien l'opération avant toute chose pour pouvoir sauver des vies, même quand la nôtre était directement menacée. Et je gardais à l'esprit que j'allais rentrer chez moi sain et sauf pour retrouver ma famille. Mais je suis intimement convaincu que tout ce que nous avons fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour sauver la vie de nombreuses personnes. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde et je referais exactement la même chose aujourd'hui. Si jamais, ça sera ma dernière question, Miki Rosenfeld, porte-parole aujourd'hui de la police israélienne, et à l'époque, vous étiez membre de cette unité prestigieuse, unité de contre-terrorisme à Yamam. Si vous aviez 2 exemples, 1, d'une réussite opérationnelle, 2, d'un moment où vous pensiez peut-être que vous auriez pu mieux faire pour arrêter un terroriste, eh bien, quel serait-il ?
Well, there were in fact hundreds of operations that took place and that we took part in. Il y a eu des centaines d'opérations qui ont eu lieu et auxquelles nous avons participé, aussi bien dans des territoires palestiniens qu'en Israël. Mais je crois qu'il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. C'était à Jérusalem. Un kamikaze était parti de Bethléem et était dans les environs de Beth Jala. Nous avons réussi à l'arrêter juste avant qu'il n'atteigne le centre commercial qui était derrière nous et je pense que c'est l'une des nombreuses opérations qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques si nous ne l'avions pas déjoué. Mais bien évidemment, nous devons remercier aussi bien les agences de renseignement, mes amis, que les bureaux opérationnels qui ont eu la bonne réaction. Ils ont tous été formés pour gérer au mieux ces situations et ils ont les capacités de réagir et de riposter à des situations dans lesquelles on n'aurait jamais pensé être impliqué un jour. Et quand on regarde en arrière et qu'on se souvient de ce qu'il s'est passé, on a parfois du mal à se dire qu'on s'en est sorti. Mais en termes d'opérations générales menées par les Yamam, il est évident que c'était les plus intenses, les plus compliquées et les plus dangereuses qui ont eu lieu pendant la deuxième intifada. General operations, the Yamam, no doubt the most intensive, complicated and dangerous operations that took place in the second intifada. Merci beaucoup, Miki Rosenfeld, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui porte-parole de la police israélienne. Vous étiez à l'époque et généralement vous n'aimez pas parler de votre passé, mais vous avez accepté de répondre à nos questions sur l'une des périodes les plus compliquées de ces 20 dernières années. Merci à vous, Miki Rosenfeld, ancien combattant du Yamam. Merci beaucoup. L'attentat terroriste de l'Hôtel Park de Netanya est sans doute l'un des plus cruels de l'histoire d'Israël. Et ce n'est même pas la fin de la deuxième intifada, mais comme disait Winston Churchill, peut-être le début de la fin. Imaginez-vous, des hommes, des femmes, des enfants, des touristes, tous réunis dans un hôtel à la veille de Pessah, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier juif. Un kamikaze se fait exploser, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Le journaliste sécuritaire de la chaîne anglaise, Jonathan Regev, est allé au contact des survivants, mais également de Izhar David. Il était responsable du Shabak à l'époque de cette région, des renseignements intérieurs, et lui non plus n'a toujours pas réussi à panser ses plaies. Regardez, et on en parle juste après. L'une des pires attaques terroristes qu'Israël ait jamais subies. Celle qui a défini et également changé le cours de la deuxième intifada, un attentat pernicieux à la veille des fêtes juives de Pessah. J'ai vu de nombreuses attaques de terreur dans ma vie et je peux vous dire que si l'enfer existe, c'est cela. 27 mars 2002, des centaines de personnes sont rassemblées à l'Hôtel Park de la ville côtière de Netanya, au nord de Tel Aviv, pour célébrer le repas de Pessah. Au même moment, un terroriste palestinien et un complice cherchaient un endroit pour perpétrer leur attaque. Sauf qu'ils ne connaissaient pas le calendrier hébraïque. Ils sont arrivés à Herzliya et il n'y avait personne sur place. Ils n'ont pas compris pourquoi. Le terroriste a dit qu'il a travaillé une fois à Netanya et il connaît certains hôtels où entre 20 à 30 personnes venaient dîner. Ils ont alors été très surpris de voir des centaines de personnes. Il est rentré dans l'hôtel et s'est fait exploser à droite au milieu de la salle à manger. Sur place, l'horreur absolue, 30 personnes tuées, plus de 150 blessés. Mon mari a été tué sur place. Il n'y avait aucune chance de le sauver. Ma fille aînée a été grièvement blessée et elle est encore en partie paralysée. Nous avons tous été blessés. Mes parents, ma belle-mère et moi étions à 2 doigts de la mort. Je me souviens que les secouristes disaient dans l'ambulance qui me conduisait à l'hôpital qu'ils me perdaient. Plus de 18 ans se sont écoulés depuis cette attaque sanglante et les blessures sont toujours ouvertes. C'est quelque chose qui revient chaque fois que j'entends parler d'une attaque terroriste. C'est comme si mes blessures se rouvraient et je pense que je ne serai jamais guérie. Ce qui est vrai pour les familles, pour l'hôtel, l'est aussi pour les personnes directement impliquées, ceux qui estiment qu'ils auraient dû empêcher l'attaque. Cela reste mon pire échec, mon échec. Face à toutes ces familles assassinées et ce chaos et ces cris, il n'y a pas de mots qui peuvent décrire la colère, la frustration et la culpabilité plus que tout. Et mon dernier invité de la première partie de cette spéciale deuxième intifada, Yaron Bouskila, bonjour. Vous êtes lieutenant-colonel de l'armée israélienne. À l'époque, vous étiez commandant d'une unité combattante pendant notamment l'opération Rempart. On vient d'arriver ici et vous me racontiez à l'instant que
Ici, ça n'avait rien à voir. Il y a 20 ans, racontez-nous. Bonjour, revenir ici, c'est comme si la boucle était bouclée. On ne pouvait pas arriver ici sans être équipé d'un casque, d'un gilet pare-balles. Il fallait se coucher au sol pour pouvoir regarder dans les jumelles et savoir ce qu'il se passait sur le terrain. Mais maintenant, cela prouve combien la situation sécuritaire a changé et qu'il est possible d'arriver ici sans danger. Pourquoi il fallait ramper ? Oui, vraiment. Il fallait ramper avec un casque sur la tête. Il fallait faire attention aux snipers qui ne te repèrent pas et ne te visent pas. On ne pouvait pas être sur ce petit monticule plus de 2 minutes avant de se faire tirer dessus. Alors racontez-nous. On est après l'attentat de l'hôtel Park de Netanya. Et là, la décision est prise. Il faut lancer une opération, l'opération Rempart. Où vous êtes à ce moment-là ? Où j'étais ? J'étais en France, j'étais avec ma femme à Paris. Nous étions en lune de miel. J'ai reçu un appel et au bout du fil on m'a dit « Reviens vite, la guerre a éclaté ». La guerre. Mais ça veut dire quoi ? Vous arrêtez la lune de miel et vous montez dans l'avion et vous dites « J'arrive » ? Oui, exactement comme ça. Nous étions attablés dans un restaurant à Paris. On s'est levé brusquement. J'ai vite couru vers l'hôtel pour rassembler mes affaires et surtout essayer d'obtenir un vol plus tôt. Et une fois arrivé en Israël, ma femme a pris la direction de la maison. Et moi, je suis monté pour un transporteur de troupes qui m'a emmené ici, dans une des zones en Judée-Samarie. Pendant tout ce trajet, je me disais que cela faisait plus de 2 ans que nous n'étions pas rentrés dans ces zones et qu'il fallait le faire désormais dans un terrain que nous ne connaissions presque plus, avec de très nombreux hommes armés. 2 ans que nous n'étions pas prêts sur le terrain en raison des accords d'Oslo. Quand vous voyez tout ça là, c'est-à-dire qu'il y a des petites maisons, des grandes maisons, des petites rues, comment on combat à l'intérieur ? Comment ça se passe ? Racontez-nous les premiers moments. Alors là, on est devant Ramallah, mais vous avez combattu plus du côté du nord de la Cisjordanie, la Samarie. Comment ça se passe ? Après 2 ans passés à défendre nos villes, ce qui était complexe puisque nous subissions chaque jour des attentats suicides dans les bus et des attaques, nous avons compris qu'il fallait faire autre chose et de manière drastique. En clair, rentrer à l'intérieur et combattre l'ennemi sur son territoire, un territoire que l'ennemi connaissait parfaitement. Et il fallait le faire avec l'armée régulière et des bataillons de réservistes dans un terrain, je le répète, qui nous était presque inconnu. Nous n'avions presque aucun cliché vu du ciel. Pas de carte qui nous permettait de savoir quelle était la topographie des lieux. Il fallait tout découvrir une fois sur place. Mais au-delà de cela, il fallait rentrer avec des transporteurs de troupes qui n'étaient pas blindés. Nous mettions des sacs de sable pour qu'ils nous servent de boucliers quand nous rentrions sur un terrain bourré d'explosifs, de snipers qui nous attendaient. Nous savions très bien que nous allions perdre des hommes. Ils avaient l'avantage du terrain, clairement. Oui, leur avantage, c'est de connaître parfaitement le terrain. Ils s'étaient bien préparés, ils avaient plusieurs plans. Que ferait-il au moment où l'armée rentrerait ? Nous avons retrouvé des cartes précises, où on voyait qu'ils avaient placé leurs engins explosifs en fonction du trajet potentiel de nos soldats, là où attendraient leurs snipers, par quelle route nous serions contraints de passer. Je vous donne un exemple. S'il fallait franchir une simple route, c'était pour le soldat comme s'il franchissait une frontière. C'était une vraie prise de conscience de passer de la défense à l'attaque. Mais pire, les policiers palestiniens sont ceux avec qui nous faisions des rondes. J'en connaissais certains. Et puis soudainement, ceux avec qui nous étions contraints de patrouiller se sont transformés en ennemis. Ils te connaissent, savent de quelle manière tu disposes et en 1 seconde, pointent leurs armes dans ta direction. Ça veut dire que le matin même, vous pouviez leur parler et le soir même, ils vous tiraient dessus ? Jusqu'à l'opération Rempart, il arrivait que nous parlions le matin et ensuite ils retournaient leurs armes contre nous. Nous pouvions nous rencontrer dans un carrefour pour prévoir ensemble le plan de la journée et une fois le dos tourné, ces mêmes personnes rentraient dans un bâtiment et nous tiraient dessus. C'est ça qu'il se passait. En plein cœur de l'opération, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous, vous êtes en plein combat, comment vous avancez ? Est-ce que vous avez l'impression de reprendre du terrain ou en face il y a une forte opposition ? Quand je suis à l'intérieur, je comprends que je vais subir, mais je ne savais pas à quel point. Nous avons été victimes d'un feu extrêmement nourri. Nous avons dû apprendre à nous battre en zone urbaine. Ce n'est pas quelque chose à laquelle nous étions entraînés. Au final, 100 soldats sont morts au combat et plus de 1400 hommes en armes ont été tués dans l'autre camp. Une question, Yaron Bouskila. Vous êtes commandant d'une unité
de soldats à l'intérieur. À un moment, vous vous dites pas, par rapport à la puissance de feu qui est en face de vous, pourquoi on est en train de faire de maison en maison? Pourquoi on n'utilise pas l'armée de l'air? Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je dois te dire quelque chose d'intéressant. Sur une partie des interrogatoires que le Shabak a menés auprès des personnes que nous avions arrêtées ici, il ressort que tant que nous utilisions que l'armée de l'air, cela ne les dissuadait pas. En clair, tant qu'ils n'avaient pas rencontré face à face nos soldats, ils ne s'étaient pas rendus compte de la puissance de Tsahal. Ils savaient que pour mettre un terme à tous ces bus et ces restaurants qui explosent, à tous ces attentats suicides, nous étions obligés de rentrer à l'intérieur des territoires. Et ce qui s'est passé en 1 mois et demi de combat, c'est le démantèlement de toutes les organisations terroristes. Et nous avons combattu contre des éléments plus ou moins isolés. Merci de votre témoignage, Yaron Bouskila. Vous retenez quoi finalement? En tant que, aujourd'hui vous êtes lieutenant-colonel, s'il y a un message que vous deviez retenir de toute cette opération Rempart et de toutes les années qui ont suivi, ça serait lequel? Je me souviens de cette impression, de cette crainte de passer une frontière qui était infranchissable selon les accords d'Oslo. Mais une fois de l'autre côté, tu te dis, ils ont enfin décidé de contre-attaquer, de faire quelque chose de différent. Au terme de 2 ans passés à compter les pertes civiles qui meurent chaque jour. C'était une vraie prise de conscience, un vrai courage de nos leaders politiques qui ont accepté de prendre cette décision et d'autoriser une opération militaire. J'y pense. Votre femme, elle vous a dit quoi quand vous êtes revenu? Ma femme, quand je suis revenu, elle était contente que je sois rentré sain et sauf. Elle était tout le temps branchée sur les stations de radio et de télévision. Vous savez, il n'y avait pas les smartphones à l'époque. Il fallait qu'elle soit tous les jours au courant de ce qui se passait via les médias. Bien que ce n'était pas évident, je suis souvent passé proche de la mort ou d'être grièvement blessé. Les balles passaient au-dessus de nos têtes pendant toute l'opération. Merci beaucoup Yaron Bouskila. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel de réserve et secrétaire général des Bitroun Estime les sécuritaires. Alors, vous l'avez bien entendu, la relation est particulière entre le monde de l'armée, le monde de la sécurité et les civils. Restez avec nous. Dans un instant, justement, on en parle avec nos invités, non seulement du côté politique, de ceux qui ont pris la décision, mais également de ceux qui ont été touchés de plein fouet par ces attentats de la deuxième intifada. De retour dans la deuxième partie de défense consacrée à la deuxième intifada, aux 20 ans de la deuxième intifada, toujours ici à Jérusalem. Derrière moi, c'est The French Hill, Givat Tzarfatit en hébreu. En français, le pont des Français. Il y a 20 ans ici, il y avait des attentats, plusieurs d'ailleurs. L'une des plus graves crises sécuritaires d'Israël. Et pendant ce temps-là, eh bien, la diplomatie s'efforçait à demander aux deux parties de faire un non-usage disproportionné de la force. C'est le thème, exactement, de la chronique d'Océane Nicole. Et oui Mathias, beaucoup de réactions et cela va commencer dès le début de cette nouvelle intifada avec cette visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une visite déplorée quelques jours plus tard par l'ONU qui vote et adopte une résolution. Ce sera la première résolution contre Israël, mais ce sera loin d'être la dernière tout au long de cette seconde intifada. Finalement, on ne sera pas surpris, ce sont les États-Unis, grand alliés de Jérusalem, qui appellent publiquement à mettre un terme aux violences. Regardez. J'espère que les partis pourront aller de l'avant pour mettre un terme à ces violences qui ont causé tant de souffrances des deux côtés. Il est maintenant temps pour ceux qui croient en la paix de s'unir pour arrêter cette violence et travailler contre le terrorisme. Côté européen, c'est l'Allemagne qui réagit la première, quelques semaines après le début de cette seconde intifada. Le chancelier allemand se rend ici, en Israël. Il rencontre Ehud Barak, qui est à l'époque le Premier ministre, et il assure que son pays, aux côtés de l'Union européenne, eh bien, peut aider à la médiation d'un processus de paix. La communauté internationale condamne aussi plusieurs attentats et dénonce notamment les attentats suicides palestiniens contre des civils. Et il y aura aussi certaines attaques qui seront condamnées, Mathias, par l'autorité palestinienne. C'est le cas notamment de l'attentat de l'hôtel Park à Netanya. Yasser Arafat déclarera en direct des télévisions: nous sommes contre le fait de tuer des civils des deux côtés, tout en félicitant quand même le peuple palestinien pour le soulèvement
populaire actuelle contre Israël. Pour les pays européens, en fait, Mathias, la seule fin possible à cette seconde intifada, eh bien, c'est la création d'un État palestinien, et c'est notamment la position de la France. Regardez. Face à cette crise absolument énorme où les Palestiniens sont asphyxiés, ils ont droit à un autre mode d'expression que l'attentat suicide, quand même. Donc il faut redonner une expression politique. Plus tard, l'Union européenne, aux côtés des États-Unis, de la Russie et de l'ONU, mettront même au point une feuille de route avec l'objectif, la création d'un État palestinien. Ce plan sera même accepté par Ramallah et par Jérusalem. Il y aura un sommet tripartite qui sera organisé à Aqaba en Jordanie, mais malheureusement, on sait que ce plan n'a pas abouti à une paix durable, puisque la preuve, Mathias, nous sommes ici 20 ans après le début de cette seconde intifada, et si certes les violences ont nettement baissé, eh bien, la menace d'une troisième intifada plane toujours ici sur la région. Mon nouvel invité dans cette édition spéciale deuxième intifada, il s'agit de Meir Shetrit, ancien ministre de la Justice, des Finances et des Transports pendant les années 2000 sous la responsabilité du Premier ministre à l'époque, Ariel Sharon. Nous avons voulu donc vous inviter, Meir Shetrit, parce que vous êtes l'un des témoins vivants de ce qu'a été la gestion politique de la deuxième intifada. Et au moment où Yasser Arafat vous promet la paix, c'est la guerre que vous recevez. En fait, Yasser Arafat a raté l'occasion de sa vie de créer un État palestinien. Barak est réuni avec lui et Clinton et lui propose pratiquement toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem et le contrôle sur le mont du Temple. Mais il refuse, repousse l'accord et lance la seconde intifada, ce qui a été une énorme catastrophe pour le peuple palestinien, mais aussi pour nous, puisque cette intifada a été monstrueuse, avec des attentats pratiquement quotidiens qui ont fait des milliers de morts et des blessés côté israélien. Et il est clair que lorsqu'un pays est confronté contre son gré à une telle situation, il est obligé de réagir. C'est pourquoi le gouvernement a lancé l'opération Rempart, pour éradiquer le terrorisme palestinien. On ne peut pas imaginer que l'État d'Israël accepte des attentats quotidiens sur tout son territoire. Et dans ce domaine, Ariel Sharon était un génie. Sharon, en tant qu'ancien militaire, était doté d'une énorme confiance en lui. On connaît ces scènes, Meir Shetrit, de George Bush quand il apprend que le World Trade Center a été touché, que d'autres présidents, on leur glisse à l'oreille, il y a eu un attentat. Là, c'était chaque jour. Comment vous faisiez pour gérer un État normalement, quotidiennement, quand les bus explosent, quand les voitures explosent, quand les discothèques explosent? En tant que ministre des Transports, j'ai décrété que tous les matins, des unités canines vérifient tous les autobus du pays, toutes les stations d'autobus, tous les trains, toutes les gares, quotidiennement et tous les matins, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'engin explosif. Nous voulions garantir que ceux qui prennent l'autobus arrivent à destination en toute sécurité. Mais il y avait un autre danger. Si un terroriste monte dans un autobus avec une ceinture piégée, s'il est parvenu à monter, nous avons déjà échoué. S'il explose, et c'est ce qui est arrivé à de nombreuses reprises. Aussi, nous avons mis au point d'autres nouvelles mesures. Par exemple, des moyens ont été mis en place dans les autobus pour identifier un terroriste. Deuxièmement, et vous devez vous en souvenir, nous avons modifié le système de fermeture de portes des autobus pour que si le chauffeur a un soupçon, il puisse les bloquer. De nombreuses autres mesures ont été prises pour déjouer les attentats. En tant que ministre des Transports au cours de l'intifada, j'ai effectué une visite en France, à la RATP. Il voulait comprendre comment nous avions réagi au cours de l'intifada et de mon côté, je voulais vérifier comment on assure la sécurité en France. J'ai constaté qu'il prenait d'importantes mesures. Il y avait des caméras dans tous les autobus, des unités motorisées qui peuvent arriver en 8 minutes sur les lieux d'un incident. Mais je leur ai dit que toutes ces mesures ne valent pas grand-chose. Comprenez, lorsqu'il se passe quelque chose dans un autobus, vous vous rendez sur place. Mais pourquoi attendre un incident? Quand un terroriste pénètre dans un autobus ou un train avec une valise piégée et descend, vous n'avez plus le contrôle. Et dans cela, il faut féliciter le Shabak qui, au cours de l'intifada, a développé des moyens de localiser un terroriste comme on trouve une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire un homme seul, dont on peut craindre qu'il franchisse la frontière et pénètre en Israël. Le Shabak pouvait le localiser et le traquer et l'intercepter avant même qu'il ne commette un attentat. Mais on ne réussit pas toujours à 100%. Si un seul réussit à nous échapper et monte dans un autobus rue Dizengoff, des dizaines de personnes sont tuées. Comment vous réagissiez à l'époque? Comment
Quels étaient les regards entre vous, entre le Premier ministre? Vous disiez qu'Ariel Sharon était un homme d'action. Quand vous le regardiez dans les yeux, qu'est-ce qu'il disait? Désolation, mais aussi une détermination encore plus grande à poursuivre la lutte. Au cours de l'opération Rempart, où nous avons pénétré dans les territoires palestiniens, vous avez vu ce qui s'est passé à Jenin et d'autres localités. Tsahal a écrasé le terrorisme en mobilisant d'importantes forces, sans compter. Ils veulent nous tuer, tous ceux qui tentent de le faire mettent leur vie en danger. Parce que notre objectif est de protéger nos citoyens. Nous ne haïssons personne. Nous ne détestons pas les Palestiniens. Le fait est que Barak, avant Sharon, leur a proposé pratiquement tout ce qu'ils voulaient recevoir. Et ils ont refusé. Aussi, de notre point de vue, Arafat a commis une faute et provoqué un désastre pour nous, mais aussi pour son peuple. Il est le seul responsable de la situation, bien que jusqu'à l'intifada, nous avions des rapports corrects. Nous pensions que la paix était à portée de main. J'ai même conduit des négociations avec Arafat pour se passer de la seconde phase du redéploiement dans les territoires. Oui, au cours du mandat de Netanyahou, en tant que ministre des Finances, j'ai conduit ces pourparlers pour se passer de la seconde phase prévue par les accords de White Plantation et aller directement vers un accord permanent. Je l'ai rencontré chez lui, à la maison. Et je vous le dis, malheureusement, je ne sais pas ce qui lui a appris en contraignant Israël de passer à une autre phase et de lancer en fin de compte une guerre face aux Palestiniens. C'était la situation. N'oubliez pas, nous avions imposé un blocus sur la Moukata à Ramallah. La Moukata était pratiquement détruite. Sharon, sur ce plan-là, était un stratège de génie. Il savait gérer les services de sécurité, l'armée lui faisait confiance et nous lui faisions confiance. Il bénéficiait d'un soutien total du cabinet de sécurité pour prendre les mesures nécessaires et sans hésitation, car nous savions que de cela dépendait la sécurité d'Israël. Merci beaucoup, Meir Shetrit, ancien ministre de la Justice, des Transports et des Finances pendant la deuxième intifada. Merci à vous. Alors nous avons parlé des forces de sécurité, des politiques, mais également de ceux, je le disais en préambule, de ces civils qui ont perdu leur être cher. Maël Benoliel est allé à la rencontre d'un père qui a perdu son fils au cœur de la deuxième intifada. Reportage. Déjà 18 ans que ce père de famille se rend régulièrement sur la tombe de son fils, enterré au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Quel gâchis. Il est enterré ici à côté de mes parents, alors ça devrait être lui qui devrait se recueillir. C'est ça le naturel des choses, qu'un enfant se recueille sur la tombe de ses parents et pas le contraire. Alors, mais la vie doit continuer, on n'a pas le choix. Le 7 mars 2002, en pleine seconde intifada, la vie d'Eli Picard a basculé du jour au lendemain, alors qu'une vague d'attentats palestiniens secoue Israël depuis de longs mois déjà. Je me souviens que j'en ai parlé avec mon voisin, on se disait il faut faire attention, un jour ça risque de nous arriver. Et malheureusement, 2 ans après le début de l'intifada à peu près, donc en mars 2002, je suis devenu moi aussi une victime de cette deuxième intifada. Eran, son fils cadet, a été tué dans un attentat. Le bachelier âgé de 18 ans était alors interne dans une école religieuse préparant au service militaire, une académie située à Hatzmona, dans le Gush Katif, au sud de la bande de Gaza. Lors d'une soirée d'études, un terroriste armé d'une kalachnikov et de grenades est parvenu à s'infiltrer. Ça a été une opération meurtrière qui a duré de longues minutes. Le terroriste a eu le temps de jeter 6 grenades et de vider 9 chargeurs. Les premiers qu'il rencontre, c'est mon fils, encore 3 de ses amis. Il leur tire dessus, c'est un vrai carnage. Ensuite, il continue sa lancée, il arrive devant le bâtiment où avait le cours, il lance une grenade. Et jusqu'à ce que les forces et l'armée arrivent, ça prendra 10 minutes, un quart d'heure, mais ça suffit pour faire 5 morts et 25 blessés. Une attaque terroriste revendiquée par le Hamas. Dans la maison familiale de Jérusalem où Eran a grandi, on retrouve la photo du jeune homme un peu partout.
C'était un garçon très joyeux, beaucoup de sens de l'humour. Il avait 50 000 amis S et amis ES. Tout le monde l'adorait parce c'était un bout en train. Si je pouvais faire quelque chose qui me permettrait de faire revenir mon fils sur Terre, j'irais sur la Lune pour ça. Après sa mort, Élie Picard et sa femme Rachel ont même compilé un livre souvenir pour perpétuer la mémoire de leur enfant. J'espère que le peuple juif pourra vivre un jour en paix. Et nous disons Ureh vanim levanecha shalom al Israël. Espérons que les enfants de tes enfants verront la paix sur Israël. Nous sommes d'un peuple optimiste. Eran Yohanan Picard fait partie des 727 civils israéliens estimés avoir été tués dans des attaques terroristes palestiniennes pendant la seconde intifada. Et pour conclure cette émission spéciale Intifada, 20 ans de la deuxième Intifada sur Défense, je reçois un invité un peu particulier, vous le connaissez, au quotidien, Dror Even Sapir. Dror, bonjour, on va se tutoyer tout simplement. Tu n'es pas là par hasard, Dror, parce que c'est ici qu'il y a eu un attentat il y a 20 ans, enfin il y a moins de 20 ans, c'était en 2002. Pour la petite histoire, j'ai fait mon alia également entre 2000 et 2002. Je suis monté dans un bus le lendemain de mon alia et 50 mètres, une fois que j'ai été descendu du bus, ce bus a explosé et j'ai regardé les yeux au ciel et j'ai dit merci. Tu as eu un petit peu moins de chance parce que tu étais à l'intérieur de cette cafétéria qui a explosé. Est-ce que d'abord tu peux me raconter les faits, raconter comment ça s'est passé? Oui, on peut dire tout de même que j'ai eu de la chance dans la mesure où je m'en suis bien sorti, j'ai été bien traité, et dans la mesure où au cours de cet attentat, 9 personnes ont trouvé la mort, y compris David Gritz, un jeune étudiant français de 24 ans qui était assis à mes côtés. En fait, à peu près à la même distance que toi et moi maintenant, peut-être même à une distance moindre. On était 3 autour de la même table, une étudiante d'origine italienne a été blessée légèrement, moi-même j'ai été blessé grièvement et David Gritz a été tué sur le coup. Est-ce que tu comprends pourquoi toi blessé et lui a été tué? Non, c'est pas des questions auxquelles on peut trouver des réponses, tout simplement. Ce sont des questions sans réponse, il n'y a aucune logique, aucun destin qui serait écrit d'avance, c'est uniquement une question de balistique. Ce que moi j'ai reçu comme projectile dans la poitrine, j'ai été blessé à la jambe également, mais dans la poitrine, eh bien, David, étant donné qu'il était un peu plus petit que moi, peut-être tout simplement, l'a reçu malheureusement en pleine tête et ça l'a tué sur le coup. Donc il n'y a pas véritablement de réponse à ce genre de questions. Au moment où ça se passe, où vous êtes exactement, tu es à l'intérieur, tu es en train de boire un café, de parler, de... Alors, on va replacer les choses dans leur contexte. On est le 31 juillet 2002, donc effectivement en pleine intifada. Et moi, ma crainte, là, tu parlais de ton expérience personnelle avec cet autobus. Et effectivement, il y avait des attentats presque quotidiennement, 2-3 par semaine, souvent à Jérusalem, souvent dans des bus ou dans des restaurants. Et à l'époque, donc j'étais étudiant ici à l'université hébraïque de Jérusalem, et le seul endroit où je me sentais en sécurité, paradoxalement, c'était ici. Pourquoi? Parce que tu rentres sur le campus, tu ouvres ton sac devant les vigiles, et donc tu te sens en sécurité, bêtement, naïvement. Et donc j'avais fait la connaissance de David Gritz que je viens de citer quelques jours auparavant. C'était un jeune étudiant français extrêmement brillant. Il avait rédigé un mémoire de maîtrise qui a été édité à titre posthume par la suite sur Emmanuel Levinas. C'est la question de l'esthétique du beau chez Emmanuel Levinas. Il avait fait Sciences Po à Paris. C'était un violoniste également très doué, donc véritablement quelqu'un de doué dans beaucoup de domaines et qui serait allé très loin, très probablement, s'il était resté en vie. Donc je l'avais rencontré une fois grâce à une amie commune. Moi qui connaissais bien le campus, lui qui venait d'arriver, il était inscrit ici au cours d'hébreu de l'université de Jérusalem. Donc je lui ai proposé de lui faire une visite guidée en quelque sorte
ce campus qui est un petit peu labyrinthique, mais qui est très beau, avec beaucoup de belles choses. Et donc il est venu au rendez-vous avec cette étudiante italienne qui était également inscrite au cours d'hébreu. Et puis j'ai commencé à leur montrer le campus tout simplement. Et puis on s'est rapproché de cet endroit, de cette cafétéria, un petit peu plus loin. Il y a un très bel endroit, un amphithéâtre en plein air qui donne une vue magnifique sur les monts de Judée avec en temps clair la mer Morte. Et j'aurais dit, écoutez, si vous voulez, on peut continuer un petit peu, quelques mètres, et je vous montre cet amphithéâtre, ou alors si vous avez faim, on peut s'installer ici et manger. Ils ont décidé d'aller déjeuner, tout simplement. J'ai l'impression que d'ailleurs, quand tu me racontes, il y a le flashback, il y a le film qui est en train de jouer dans ta tête et tu te vois exactement. Oui, c'est pas des choses qu'on oublie, bien évidemment. Et donc on est rentré sur en plus ce récit-là, ce que je te fais maintenant, je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois parce qu'on m'a demandé de le faire et parce que d'un point de vue thérapique même, faire le récit de ce qui t'est arrivé, d'un événement traumatique, t'aide à te confronter à cet événement. C'est très positif, c'est très sain. Donc ce récit, je l'ai fait encore une fois, plusieurs dizaines de fois. Donc on est rentré dans cette cafétéria qui est aujourd'hui fermée pour des raisons sanitaires. Et avec mon plateau, je suis passé d'ailleurs à côté d'une table où j'ai discuté, j'ai échangé 2-3 mots avec un étudiant que je connaissais, qui s'appelait David Ladowski, qui était un jeune apprenti diplomate et qui devait partir une semaine plus tard, je crois, pour sa première mission diplomatique au Pérou. Et j'en parle parce que David Ladowski, Diego, a été tué. Lui aussi, il fait partie des 9 victimes. Ensuite, on s'installe, donc cette étudiante, David et moi-même, on se souhaite bon appétit. Et à ce moment précis, quasiment, la déflagration, le choc. Et là, tu te dis, parce qu'encore une fois, c'est le contexte, c'est le contexte de la seconde intifada, tu te dis, quelque chose t'arrive, tu comprends que quelque chose t'arrive et qui fait partie des choses les pires que tu peux craindre ou que tu peux imaginer. Tu entends la déflagration ? Oui, bien sûr, je l'entends. Alors j'ai tout de suite compris ce que c'était. Je suis resté comme ça immobile. J'ai eu la nette impression que ma jambe, ou mon pied plutôt, droit avait été sectionné et qu'il pendouillait comme ça. Alors je n'ai pas osé regarder, mais j'ai eu cette impression-là qui correspondait un petit peu à la réalité d'ailleurs, parce que les médecins m'ont dit par la suite, même s'ils ont pu rafistoler les choses. Alors j'ai perdu quelques centimètres à la jambe droite, mais j'ai fort heureusement gardé mon pied. Mais l'impression était que ce n'était pas le cas. J'ai pas compris au début que j'étais blessé à la poitrine. C'était une blessure autrement plus grave que celle à la jambe d'ailleurs. Et tu te forces à regarder autour de toi ou au contraire ? Déjà, David qui était assis à côté de moi, je l'ai vu tomber sur le côté. Et sur le coup, je me suis dit, bon, David est blessé. J'ai pas voulu ou pas pu envisager le pire. Et à un moment, effectivement, je me suis dit, parce que j'avais compris en fait que le foyer de la détonation se trouvait sur ma gauche, et je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je tourne la tête vers la gauche? Est-ce que je tourne le regard vers la gauche par curiosité, quitte à avoir peut-être des choses que je regretterais toute ma vie d'avoir pu voir? Finalement, la curiosité, c'est assez bizarre, l'a emporté, et j'ai effectivement tourné mon regard sur la gauche. Combien de secondes? C'est quoi ça? C'est très rapide. Tout ce que je viens de te raconter, c'est une vingtaine de secondes peut-être. Les plus longues de ta vie, j'imagine. Dans ce genre de cas, on a une perception de tout qui est un petit peu... on est comme dans un état second, si tu veux. J'étais blessé très grièvement, mais je ne ressentais pas de douleur, par exemple. Lorsqu'un mammifère est blessé, qu'il soit un homme ou un animal, et qu'il est blessé grièvement, il y a une substance qui se libère dans son corps qui lui permet de surmonter la douleur en quelque sorte, de ne pas la ressentir presque. Et donc après avoir tourné le regard, j'ai vu effectivement des flammes à peu près 7-8 mètres sur ma gauche. David Ladowski, que j'ai évoqué tout à l'heure, était allongé par terre. Là aussi je me suis dit il est blessé. Et puis donc, je suis resté immobile pendant un certain temps. Ensuite,
Des étudiants sont venus me soulever. J'étais incapable de me lever, évidemment. Ils m'ont transporté à l'extérieur de la cafétéria, peut-être plus ou moins à l'endroit où on se trouve ici. Ils m'ont couché sur le sol. Je commençais à respirer difficilement. J'ai demandé à boire. On m'a donné à boire. Grave erreur. On ne peut pas donner à boire à un blessé grave. Et pour cause. Alors ça, ils ne pouvaient pas le savoir, bien évidemment, mais mon œsophage était percé. Ah oui. Et ensuite, après un moment relativement long, parce que l'endroit est difficilement accessible aux secours, les secours sont arrivés, l'ambulance, j'étais conscient. Pendant l'ambulance, il y a eu des moments où je tombais dans les vapes, où je perdais conscience. La procédure classique, on me demande comment je m'appelle, de quoi je me souviens, etc. Je me souviens ensuite vaguement de l'ambulance, de cris, la NKRM, parce qu'il faut rappeler qu'à proximité de l'endroit où on se trouve, il y a l'hôpital à Aratsofim. Hadassah Aratsofim, mais ce n'est pas un hôpital où on traite les blessés graves. Et NKRM, à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de Jérusalem, est un hôpital où on traite les blessés graves. Et donc on m'a transporté là-bas. Tout cela, je ne le savais pas, bien évidemment. Je commençais à perdre un peu conscience. Tu poses des questions, tu essaies de poser. Non, je n'étais pas en état de poser des questions. On me posait des questions, bien évidemment, mais moi, je n'étais pas en état de les poser. Donc tu ne savais pas que David était décédé? Non. Et ensuite, donc l'hôpital, après opération pendant une dizaine d'heures, où il a fallu donc sauver ma jambe, et puis surtout, et d'après ce qu'on m'a raconté par la suite, c'est une opération extrêmement rare, peut-être même unique. On m'a recousu l'œsophage, parce qu'il faut bien comprendre, quand on a des petites notions d'anatomie, l'œsophage c'est à côté de l'aorte, quand je dis à côté, c'est quoi, quelques millimètres. L'aorte, donc l'artère centrale est restée intacte. En général, dans ce genre de blessure, lorsque l'œsophage est touché, l'aorte l'est aussi. Lorsque l'aorte est percée, touchée, alors il n'y a quasiment plus d'espoir. Donc moi, j'ai eu cette énorme chance d'avoir l'aorte intacte, donc ils m'ont recousu l'œsophage. Donc tout ça, c'est des blessures. J'ai eu un pneumothorax également, je ne sais pas si tu vois à quoi ça correspond. Donc, c'est ce qui se passe en général dans un accident de voiture. Ouais. Donc je suis resté en soins intensifs pendant une douzaine de jours, la moitié desquels j'étais intubé. Donc je respirais. Alors l'hôpital était une expérience très, très rude. Non, ça sera ma dernière question. On le sait, tu aimes les lettres, tu es un homme de lettres, un homme de passion de lettres. C'est gentil. Qu'est-ce qui t'a amené à être journaliste? Est-ce que c'est parce que tu voulais relater les faits dont tu as été témoin? Écoute, si j'avais voulu relater les faits dont j'avais été témoin, j'aurais pris ta place, et c'est pas du tout dans mes intentions, puisque je ne suis pas un journaliste sécuritaire et spécialiste de sécurité ou de défense. Je suis devenu journaliste un peu par hasard, en fait, parce que je m'intéressais, et je m'intéresse toujours beaucoup, bien évidemment, à l'actualité politique et géopolitique qui concerne Israël et la région, d'une part. Puis d'autre part, j'ai eu une opportunité et j'étais bilingue, français-hébreu, donc voilà, quoi, ça s'est fait un petit peu par hasard au début. La question est de savoir si l'attentat, si ce que j'ai vécu ici a pesé sur ce choix professionnel, je ne pense pas. Maintenant, il y a le conscient et l'inconscient, bien évidemment. Mais les choses qui m'intéressaient avant l'attentat ont continué à m'intéresser après. Alors, tu peux peut-être me demander, est-ce qu'elles t'ont intéressé avec une autre intensité? Et ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Et finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça, quoi. Il y a bien évidemment avant et après l'attentat, qui est une expérience tout à fait marquante, mais on reste même le même bonhomme pour le meilleur et pour le pire. Merci Dror d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais en tout cas c'est la première fois que tu parles à la chaîne sur i24 News de ton expérience personnelle. Merci. Je t'en prie. Voilà, c'est sur ces mots, et bien sur cette envie de vivre, cette envie de la vie dont parlait Dror à l'instant, qu'on termine cette émission spéciale Deuxième Intifada, 20 ans de la Deuxième Intifada. Défense, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine dans nos studios. À très vite.